12h44 sur Radio X en ce mercredi, milieu de semaine. On aurait quelques petites percées de soleil qui étaient comme pas prévues hier pour la journée d'aujourd'hui. Et soleil s'installe avec des températures plus fraîches, par contre, pour les prochains jours. Alexis Cossette-Trudel, on y a parlé ce printemps dans une première vague. On ne sait pas trop ce qu'on est rendu en ce moment, mais il y en a qui veulent créer une deuxième, c'est clair. Et depuis ce temps-là, pour Alexis, c'est passé bien des choses. Il est devenu comme, je dirais, à chaque fois que quelqu'un a quelque chose à dire, puis pointer quelqu'un, on dirait que c'est la personne qu'on vise. Et pourtant, pour les gens qui sont de ses followers, il y en a plus que de 100 000 sur sa chaîne YouTube. Ben, on voit un gars assez organisé, très détaillé, beaucoup de choses, beaucoup de recherches. Et je pense que c'est ça qui dérange les médias traditionnels. C'est que, puis tu me l'as déjà dit, Jerry, il est dur à pogner. Il est dur à... Tout est clair, tout est... l'info qu'il nous donne, c'est de l'info recherchée. Là. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit je dis, regarde, va prendre les points qu'il dit. Exactement. Puis arrive-moi avec ta contrepartie à toi. Arrive-moi avec tes réponses à toi. Je dis, c'est bien beau me dire telle affaire. Je veux que tu me prouves ce que tu m'avances. Alexis, comment tu vas, mon ami? Ça va bien. Bonjour, Jeff. Hey, comment tu trouves ça, ta nouvelle vie, là? T'es devenu une star malgré toi. T'es comme même vu par certains comme étant un genre de gourou, là. Ouais, je sais pas, ça m'affecte pas beaucoup. Je veux pas entrer là-dedans. Moi, je fais juste diffuser de l'information. Ils ont utilisé l'accusation de gourou, là, mais nous autres, je veux dire, toutes nos propositions, toutes nos informations sont claires, sont présentées. Alors, on fait le travail que les journalistes ne font plus. C'est peut-être pour ça que les gens nous suivent. C'est pas un phénomène de gourou. Ça, on pourrait plutôt coller cette étiquette-là sur Arruda qui ne donne jamais ses chiffres et il faut le croire sur parole. C'est ça plutôt la définition d'un gourou. Les gens le croient aveuglément sans regarder les données statistiques. Très bon point, effectivement. Mais quand même, disons que les médias, et c'est leur spécialité, je peux te dire, je les connais depuis longtemps, ils ont une recette, ils sont capables avec le narratif, donc ils répètent souvent les mêmes phrases creuses, très peu de viande alentour de l'os, mais ils vont répéter. Et là, au-delà de toi, je te dirais, de tous ceux qui posent des questions et qui veulent avoir, des réponses à des questions tout à fait légitimes, mais la minute que tu sembles vouloir poser des questions, la minute que tu demandes des explications sur une décision, eh bien, les journalistes sont comme devenus les remparts du gouvernement. C'est ça qui est bizarre. Les médias sont comme devenus les protecteurs du gouvernement. Ces gens-là vont traiter ceux qui questionnent systématiquement de complotistes. Moi, je voyais des choses assez... Tu sais, quand je vois des complotistes, c'est des gens normalement assez flyés, mais de ce que je peux voir, des gens que toi-même, tu as dû côtoyer lors des marches, etc., ce sont des gens qui posent des questions sur des décisions. Il n'y a rien de plus sain dans une société, me semble. Hein? Ben, c'était là-dessus que la démocratie était fondée auparavant. Mais moi, je veux juste rajouter quelque chose à ce que tu dis. Les médias ne se font pas juste les défenseurs du gouvernement. Ils vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils mettent de la pression sur le gouvernement. Et on dirait que c'est eux qui drivent le narratif de la peur présentement et qui agitent la population. C'est comme si le gouvernement ne va pas assez loin, les médias critiquent le gouvernement. On dirait que ce sont les médias qui sont en pointe sur cette fabrication d'une pandémie artificielle. Là. On dirait que le gouvernement, lui aussi, est en réaction face aux médias. Ils sont déchaînés. Oui. Ben, on dirait que effectivement, il y a comme un menu proposé au gouvernement. On le voit entre autres pour une des dernières choses, c'est les médias veulent absolument que le gouvernement soit capable d'envoyer les polices dans les maisons privées. On le sent depuis à peu près 2-3 semaines. Énormément de pression. Et tu as raison. Les gouvernements sont maintenant sous pression de la part des journalistes, même que plusieurs pensent que ce sont les médias qui mènent la patente. C'est ça que je dis. C'est ce que je pense aussi. Cette crise-là nous montre ça, là.
C'est ce que je pense aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à gagner avec ça? On ne le sait pas exactement. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont en perte ils sont en perte de vitesse. Tu sais, leur audimat descend. Il y a de plus en plus de mises à pied. Ce qui se passe sur les médias alternatifs, on a énormément de vues. Par exemple, nous, à Radio-Québec, on est capable, dans n'importe quel web journal, d'avoir à peu près, en tout cas, plus de vues, 2 fois plus de vues, mettons, que Drainville et Martineau combinés. Alors, c'est ça les fait. Ils ont été habitués à dicter le tempo politique pendant des décennies. Et là, ils ne dictent plus le tempo politique. La population questionne les chiffres des médias, questionne le narratif médiatique, les chiffres gouvernementaux, etc. Et ça les enrage. Qu'est-ce que tu vois dans ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire un gouvernement qui est arrivé avec un code de couleur qui est assez... Bon, on a eu quelques détails supplémentaires aujourd'hui, mais quand même assez général, où on laisse beaucoup de place à interprétation et on peut, avec ces couleurs-là, arriver avec n'importe quelle décision qui risque peut-être ultimement de nous amener vers un reconfinement sectoriel dans certains secteurs de soit les écoles, le sport ou encore même les commerces, etc. Où on est rendu? Parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de mort, le virus semble très faible. Où on est rendu à tes yeux, à toi, et pourquoi cette panique d'une genre de deuxième vague qu'on a commencé à parler au milieu de juillet, qu'on semble vouloir avoir absolument, mais il n'y a rien du data qui nous montre qu'on est dans une deuxième vague pourtant. Exactement. C'est une deuxième vague à tout prix. On dirait qu'il y a un agenda politique qui ne repose plus du tout sur des données de la santé publique. D'ailleurs, le système de couleurs, là, ça fonctionne en fonction des cas. Je veux dire, opère en fonction des cas. Et les cas, comme tu viens de le dire, là, je veux dire, ce ne sont pas des personnes malades. Ce sont pour la plupart des personnes qui sont asymptomatiques. Il n'y a plus d'hospitalisation, il n'y a plus de décès. On remarque que là, le gouvernement nous fait peur avec une augmentation des cas. Mais vous savez pourquoi il y a une augmentation des cas? Depuis 3 fois plus de cas depuis 2 semaines. Il y a plus de tests. C'est parce qu'on teste plus. Alors, le gouvernement est capable lui-même de provoquer une augmentation des cas. Vous comprenez? C'est de l'ingénierie, c'est-à-dire que s'il veut, le gouvernement est capable de faire passer une région du vert au jaune en augmentant le nombre de tests, tout simplement. Ça ne repose pas sur une réalité organique sur le terrain. Par ailleurs, quand on teste positif, je ne sais pas si tu as vu passer cet article du New York Times qui a été repris partout dans le monde par la BBC, etc. Il y a 2 semaines, qui explique que jusqu'à 90% des tests positifs pourraient être des faux positifs parce que les tests PCR qu'on utilise présentement détectent n'importe quoi. Ça va tester positif si tu as eu le virus en février dernier. C'est-à-dire qu'il est, selon certains médecins, jusqu'à 1000 fois trop sensible et il détecte n'importe quoi. Jane Philpott de la santé publique en Ontario, la Arruda ontarienne, a dit que quand tu testes une population at large, comme ça, là, asymptomatique, on obtient jusqu'à 50% de faux positifs et donc ça sert à rien. Tout ça, c'est su de la santé publique. Alors pourquoi ils font exactement ce qu'il faut pas faire? Pourquoi ils testent comme ça des populations asymptomatiques et ce qui produit des faux positifs, juste entre 50 et 90% de faux positifs. Donc, prends ton 200 cas ou ton 250 cas d'hier ou avant-hier, puis, je veux dire, calcule qu'il y en a à peu près juste 10 ou 10% qui sont valables, ou au mieux 50% qui sont valables. Tout ça, c'est je veux dire, des personnes qui sont pas malades et qui iront pas à l'hôpital. Ben, c'est la base. Sérieux, c'est la base. Au moins de savoir qui sont malades. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des malades en ce moment? Si les maisons pour personnes âgées sont protégées, si on fait tous les protocoles qu'on a dû apprendre pendant la première vague, ça semble assez tranquille. On ne sait pas si c'est le testing qui est vraiment mauvais. On se doute que le testing est très mauvais. Mais en plus, rajouter à ça, peut-être que le virus en tant que tel est en train de muter, est en train de changer, de se transformer. Et on a un virus qui est peut-être pas plus grave que le rhinovirus qui nous attaque en ce moment avec des toux, des gens qui coulent du nez, etc. Parce que plein de gens sont touchés par une grippe en ce moment. Donc, ça semble un virus qui est devenu très momoun. C'est très faible. Et Legault, ce matin, ouvrait la porte à ça. Dans sa conférence de presse de ce matin, il disait « On ne sait pas comment ça se fait qu'il y a une augmentation des cas, mais qu'il n'y a pas d'hospitalisation et pas de décès. » Ben là, comment ça se fait qu'il ne sait pas que les cas, il y a une augmentation des cas à cause qu'on teste plus? Là, le premier ministre devrait le savoir. Mais il disait « Le virus est peut-être devenu moins virulent. »
Voilà. Alors, le problème, c'est ça. Puis il disait en plus, il disait, comme lors de nos manifestations, il n'y a pas eu d'éclosion dans les manifestations. On se ramasse à 10, 15, 20, 30 000 personnes collées, serrées, pas de distanciation sociale, on se fait la bise, on prend des selfies, on serre des mains, des dizaines de milliers de mains, puis le virus ne circule pas. Alors, à quoi servent les mesures de la santé publique? Nous autres, les manifestations sont une preuve, là, que c'est un danger qui est surfait, que c'est un danger artificiel. Là, Legault, il disait aujourd'hui, les cas se propagent, le virus se propage dans les maisons, c'est-à-dire qu'il essaie de nous faire croire que le virus est sélectif. Quand on se fait la bise sur la rue, ça se propage pas, mais à la maison, ça se propage. Oui. Puis après ça, dans un deuxième souffle, il va nous proposer de nous reconfiner, c'est-à-dire de nous rentrer à la maison. Tu comprends? Oui, ben c'est ça. Ça se propage à la maison, puis il dit rentrer à la maison tout le monde. Oui. Alors qu'il devrait nous dire l'inverse. C'est ce qui est vrai, qu'on pogne maintenant le virus dans des événements à la maison. Il devrait nous demander d'aller au hockey. On pourrait peut-être aller voir un match avec 10 000 personnes dans un aréna. Il y aurait peut-être moins de danger. Exactement. Et quand, de toute façon, moi je l'ai déjà expliqué 1000 fois, des virologues l'ont expliqué 1000 fois, quand le virus est faible comme il est maintenant, on se le passe et on se développe une immunité collective. C'est le fondement de l'immunité collective. C'est un principe de base en médecine que la santé publique au Québec semble avoir Alexis, oublié. explique-moi pourquoi ils ont parlé de ça au printemps pendant une semaine et du jour au lendemain, ce sujet-là a disparu et plus jamais ils ont reparlé d'immunité collective. Et pourtant, on a des textes à tous les jours dans tous les médias du monde sur le succès de la Suède, qui est assez clair, que maintenant les gens ne peuvent plus questionner. Il est clair, le succès. Regardez entre autres les chiffres des derniers jours de la Suède. Pourquoi c'est arrivé ça pendant une semaine? On avait Arruda et le premier ministre qui en parlait, et après 4-5 jours, ça a été terminé, plus un mot sur la game. Il fallait se recacher et fuir le virus. Ben, c'est simple, parce que si on a l'immunité collective, on n'a pas besoin du vaccin. Donc, c'est ton point? C'est ça. Je pense qu'il y a une game économique derrière ça? Si on a une immunité collective, on n'a plus besoin du vaccin. C'est-à-dire que la population est immunisée et on pourra pas, le vaccin devient donc superflu. Et là, on n'arrête pas de nous parler du vaccin qui s'en vient. Oui, mais quel est ton point sur le vaccin? C'est que tu penses qu'il y a un deal... Je sais qu'il y a un deal entre les compagnies de pharmaceutiques et les gouvernements. On a vu les milliards qui revolent de à peu près tous les pays du monde. Mais est-ce qu'il y a, toi, tu penses qu'il y a derrière ça quelque chose au niveau pharmaceutique / économique derrière ça? Je veux pas trop spéculer, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars en jeu. Et si les populations du monde ont l'immunité collective, il y a des centaines et des centaines et des centaines de milliards qui vont se perdre. Alors que le virus, en toi et moi, si on regarde l'influenza, qui est un tueur terrible et qui fait des ravages, on a regardé les statistiques des hôpitaux lors des saisons d'influenza. Les hôpitaux débordent bien plus que là. Exactement. Et pourtant, on donne le vaccin aux personnes âgées, aux personnes à risque et au personnel du système de santé. Et ça finit là. Tandis que là, on a peut-être un plan de vacciner tout le monde. C'est ça que je comprends. At large, exactement. C'est ça. Puis je veux juste dire, là, tu me dis, en Suède, ça va bien, etc. C'est pas juste en Suède que ça va bien, puis qu'il n'y a pas de masque, puis qu'il n'y a pas de distanciation sociale, puis qu'il y a un retour en classe normale, etc. C'est sur à peu près la moitié de la planète. En Russie, c'est comme ça. En Pologne, en Moldavie, en Estonie, dans tous les pays de l'Est, en Chine, notamment, à Wuhan, je ne sais pas si tu as vu les images, Wuhan, la rentrée de classe, les parties de piscine, tout le monde collé. Wuhan. Sur des flamants rouges gonflés, là. Exactement. L'épicentre de la pandémie, eux autres, il n'y en a pas de deuxième vague. Les gens doivent comprendre que sur la moitié de la planète, c'est fini. Il n'y a plus de deuxième vague, il n'y a plus de hype, il n'y a plus de pandémie artificielle, les gens s'embrassent, etc. Puis c'est juste dans certains pays, là, où est-ce qu'on nous pousse une deuxième vague, puis ils sont pas capables de nous montrer un virus dangereux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hospitalisation, pas de décès, etc. C'est une pandémie artificielle. C'est une deuxième vague, en tout cas, au moins une deuxième vague artificielle. Donc là, on va commencer, d'après toi, on va commencer à revoyager quand? Nous autres, on a hâte de revoyager. Là, on a su ce matin que les frontières aux États-Unis et le Canada fermées jusqu'au 21 octobre. Il y a des spécialistes qui nous disent ce sera pas avant le début de 2021. Regarde, alors comme si le virus était pire ailleurs qu'à un autre endroit. C'est comme si les Canadiens avaient peur de venir au Québec alors qu'on aurait en principe la moitié des cas au Canada. On devrait peut-être isoler le Québec du reste du Canada. Ça fait enfantin un peu cette histoire-là de vouloir nous protéger à travers les frontières et les avions. J'ai un bout que je pogne pas là-dedans. Là. J'essaie de comprendre c'est quoi leur stratégie, je la pogne pas tout.
Il y a personne qui comprend les mesures de la santé publique. Je veux dire, elles sont totalement incohérentes. Comme on disait tout à l'heure, les manifestations ne provoquent pas d'éclosion alors qu'on est tous collés 10 000 ensemble. Mais dans le transport en commun, par exemple, là, c'est très dangereux. Tu comprends? Après ça, tu parles des frontières, etc. Il y a pas de logique. Le fait est que toute leur politique ne repose pas sur des données fiables, vérifiables. Je veux dire, tu as juste à prendre, comme mettons, le cas de la, comme tu disais tout à l'heure, le cas de la Suède et le Québec. Ça, c'est un excellent test en double aveugle. C'est-à-dire, tu as un pays qui n'a pas imposé de max puis qui n'a pas imposé de confinement. Oui. Tu as un pays qui l'a fait, puis le virus s'est comporté exactement de la même façon dans les deux cas. Donc, puis on essaie de nous faire croire que c'est le confinement qui a sauvé des vies. C'est complètement ridicule. Et comment tu penses que ça va finir, ça? Mettons qu'on va passer la crise, le virus disparaît complètement. Il n'y a jamais un virus qui dure 3 vagues. Là. Quand il y a un virus, il peut y avoir une première vague, il peut y avoir peut-être une deuxième vague, il y a très rarement une troisième vague. Donc, ça va finir, on le sait, mais à un moment donné aussi, il va falloir faire un bilan, il va falloir comparer, excuse-moi Alexis, il va falloir comparer les stratégies, comme tu viens de dire, entre ceux qui ont fait beaucoup de mal à la vie sociale, à l'économie, etc., et ceux qui ont limité, comme la Suède ou d'autres pays, comme tu as dit tantôt. Il va falloir faire un bilan de ça. Est-ce que tu penses qu'on sera capable de s'auto-critiquer et surtout d'avoir des gens qui vont payer le prix des mauvaises décisions qu'ils ont prises parce que ça a d'énormes conséquences? Le Canada s'est endetté de 400 milliards ou à peu près depuis le mois de mars et c'est loin d'être terminé. On ne sait pas ce que l'économie nous réserve, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, il y aura quelqu'un à un moment donné qu'on devra questionner sur le chaos qu'ils ont provoqué et on devra se comparer avec ceux qui ont fait complètement autre chose. Et moi, je pense que ce que la Suède a fait, c'est magique parce qu'on a, comme tu le disais, on a un laboratoire qui a fait complètement l'inverse et on a le Québec qui est allé à l'autre extrémité. Mais à un moment donné, il va falloir faire une étude de cas et savoir qui avait raison. Et là, le temps est vraiment contre nous autres, là. Oui, c'est ça. Mais ils ont bien pris la peine de couvrir leurs traces. Je rappelle que Horacio Arruda, la santé publique, ont empêché de faire des autopsies sur les décès déclarés, sur tous les cas présumés de COVID. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie de performer. Donc, on est obligé de prendre leurs chiffres pour du cash. On peut revirer ça de bord en disant qu'on n'a aucune certitude sur le nombre exact de décès du COVID au Québec, principalement parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie et que quand on regarde ailleurs les endroits qui ont opéré exactement comme le Québec, c'est-à-dire comme aux États-Unis, en Italie, etc., on se rend compte, je veux dire, en engrangeant tout le monde par principe de précaution dans le COVID, là, comme a dit François Legault, dès qu'il y a un décès, par principe de précaution, on le met dans le COVID, etc. Les pays qui ont fait ça, qui ont après coup, réévaluer le nombre de décès effectifs du COVID ont revu à la baisse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le Center for Disease Control a effectivement stipulé que seulement 6% des décès aux États-Unis étaient dus au COVID lui seul. Le reste, c'est de la comorbidité, c'est-à-dire que le COVID est présent au moment de la mort. Cette nouvelle-là a été complètement enterrée en passant. C'est sorti il y a quoi, 2 semaines et demie. Exactement. Il y a juste les gens sur les réseaux sociaux qui se relayaient les articles concernant cette nouvelle-là, mais jamais ça a été jasé ici, 0. Puis en Italie, le Arruda italien a admis dans un article du Telegraph que c'était 12%. Donc, c'est quelque chose, dans les pays qui ont opéré comme le Québec, en engrangeant dans la catégorie COVID tous les décès, par exemple, dans les résidences de personnes âgées, aux États-Unis et en Italie, c'est 6% et 12% respectivement de décès qui sont purement COVID. Le reste, c'est des cancers, c'est des AVC, etc. Alors, divise le nombre de chiffres. Au Québec, on peut rajouter, moi, je pense que dans toute la gestion, le fait qu'ils ont perdu 20 000 employés dans les CHSLD, je pense que beaucoup de ces gens-là sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu leurs médicaments qu'ils devaient avoir à l'heure qu'ils devaient l'avoir. Manque d'eau, c'est des gens qui ont besoin d'être hydratés très, très, très régulièrement et aussi de malnutrition parce que probablement que... Écoute, on a entendu des histoires d'horreur. Une personne de 22 ans qui est en train de s'occuper de 2 étages de CHSLD, c'est impossible pour cette personne-là d'être capable de subvenir aux besoins de tout le monde. Alex, vas-y donc, Jerry, pour une dernière question pour Alexis. Mais moi, c'est une réflexion et une question aussi, c'est que moi, je suis pas surpris du tout du succès de Alexis Cossette-Trudel. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour entendre des débats, en fin de compte, c'est ça qu'on va entendre, des débats, des opinions, des débats. Il faut aller en France pour écouter des débats sur ce sujet-là. Ici, au Québec, on n'a rien. On est brave. Non, mais on l'a absolument... Présentement, on l'a absolument rien. Donc, à part la messe du dimanche, là, tout le monde en parle. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de débat là. Je sais qu'il n'y a pas de débat là. Pas de débat, tout le monde en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que
est-ce que, c'est ma question, est-ce que ça nous manque comme peuple d'avoir des tables rondes avec des débats, société, politique? Sans qu'on se traite de nom puis qu'on commence... Exactement ça. Ouais. Est-ce qu'on aurait besoin de tout ça ici au Québec? C'est une question pour... Oui, mais c'est pour moi. Moi, c'est ça que je fais à Radio-Québec, c'est-à-dire que pour obtenir une information, je veux dire, des points de vue différents, je suis obligé d'aller prendre des clips, des débats en France de spécialistes français qui affirment des choses. Ici, il n'y a rien qui se fait par les médias. C'est complètement incroyable comme façon de traiter l'information. Est-ce qu'il t'invite? Est-ce que, mettons, Radio-Canada t'invite? Est-ce que tout le monde en parle t'a invité? Est-ce que t'es... Non, c'est le contraire. En fait, Drainville avait ouvert la porte à une discussion et puis tout de suite, j'ai pris la balle au bon. J'ai dit « Bonjour Bernard Drainville, je suis prête à aller discuter des stratégies gouvernementales du COVID à votre émission. » Et criquet, je n'ai jamais entendu parler de Bernard Drainville. Ouais. Bon. Non, je ne sais pas pourquoi ils ont... Écoute, moi, on a des points, on a pas mal de points communs. Je pense qu'il y a pas mal de points qu'on pense la même chose. Mais ils sont, je sais pas pourquoi. Moi, je suis prêt à débattre aussi avec beaucoup de gens. Mais il est mieux nous attaquer à distance. Oui. Alors que moi, tu sais, je vais donner un thumbs up cette semaine à la femme de Richard Martineau là, qui s'appelle Madame Durocher. Madame Durocher qui a débattu avec Éric Duhem. Ça, pour moi, c'est pas une radio qui est vraiment encore une vraie radio. Ils sont en train de bâtir quelque chose. Mais au moins, les audios se sont promenés sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un début de quelque chose. Mais Montréal est très, très froid à l'idée d'avoir des gens qui vont les faire réfléchir sur autre chose, les inviter. Pourtant, c'est très, très bon quand ça arrive. Tu sais, moi, hier, j'ai jasé avec Léopold Lauzon. Léopold est complètement à l'opposé de moi. Mais c'est toujours drôle. Ça fait un peu freak de temps en temps, mais c'est toujours le fun de voir des gens qui sont à l'opposé. Mais on est très frileux face à ça, vraiment frileux. C'est pas seulement qu'ils ne veulent pas de débat, c'est que dès que tu as une opinion contraire, comme tu disais en début d'émission, ils nous accusent de tous les noms. Oui, c'est ça. Tu comprends? Et ça sclérose un peu le débat. Quand tu lis les articles des journalistes, il y a très peu d'informations. Il y a très peu de matière cognitive, tu sais, à se mettre sous la dent. Ce sont des anathèmes, ce sont des étiquettes, ce sont de la dénonciation. C'est très faible. Oui, ils te définissent. Par les étiquettes, par les attaques, ils te définissent. Puis à partir de là, tu peux presque rien faire. Alexis, merci beaucoup. On s'en parle un de ces quatre. Les gens peuvent te suivre sur YouTube. Donc, à la prochaine, Alexis, qui, regarde, c'est quelqu'un qui a réussi à réunir beaucoup de monde. Puis moi, je vais vous dire que il y a certainement des complotistes dans la gang, mais moi, je connais beaucoup de monde qui sont loin d'être des complotistes et qui le trouvent excellent parce qu'ils amènent des choses que LCN vous amène pas, que RDI vous amène pas, qu'ils trouvent. Et souvent, les gens n'ont pas le temps d'aller fouiller sur les réseaux sociaux. Lui, Alexis a fait... Il a décidé que sa vie tournait alentour de ça. Donc, toute la journée, il fait sa recherche. Quand il est prêt, il fait son genre de journal. Et là, il propose tout ce qu'il a trouvé. C'est pas tout le monde qui a le temps de faire cette recherche-là. Il y en a qui peuvent. Il y en a qui ont, pour des raisons qui sont retraités, etc. Mais c'est pas tout le monde. Donc, pour eux autres, c'est une source d'information. Ça veut pas dire qu'ils n'iront pas voir ce que RDI va dire. Ça veut pas dire qu'ils n'iront pas écouter Paul Larocque et LCN avec une gang de crinqués qui ont peur. Mais ils veulent aller chercher d'autres affaires parce que ici, dans nos médias traditionnels, il y en a zéro. Donc, si vous avez du monde à accuser, c'est pas lui qu'il faut accuser. C'est le fait que nos médias sont devenus homogènes. On n'a pas de son, puis on sait de quoi ils parlent et on sait de quel côté ils sont. Allez, on va s'arrêter tout de suite. Mon nom est Jeff Fillion. C'est un bon mercredi. On va se faire une pause tout de suite. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.